Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue sur Overtime. Très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine avec Pascal Eberhard. Pascal dans une nouvelle position. Normalement, tu es dans la position d'animateur. Je découvre la place de coach dans le studio stream. C'est très bizarre pour moi. J'ai pas de bouton, pas de clavier. Écoute, c'est le plaisir pour toi aujourd'hui. Absolument. Pas trop de responsabilités, c'est parfait. Tu vas pouvoir prendre toute la place pour nous donner tes opinions. Et on retrouve également notre invité spécial de la semaine, Gary Sheehan. Salut Gary. Salut Gary. Salut. Très heureux de te retrouver, Gary. Évidemment, on va parler avec toi aujourd'hui des séries de demi-finales. On va revenir certainement aussi sur la fin de saison du côté d'Holton. Gary, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, qu'on va retrouver au co-commentaire de certains matchs de la finale de National League. Comme c'est l'habitude, d'ailleurs, Gary, depuis quelques années déjà. Oui, en effet, c'est toujours plaisir à suspense. Ouais, ça va certainement être une série très intéressante à suivre. Je vois déjà des gens dans le chat qui nous saluent. Très heureux de vous retrouver à nouveau. Je vous invite d'ailleurs à nous poser vos questions. Vous pouvez aussi poser des questions directement à Gary dans le chat. On va évidemment faire le lien. Et je vous rappelle, avant qu'on commence l'émission de ce soir, pour ceux qui ne peuvent pas passer l'heure du dîner en direct avec nous, l'épisode d'aujourd'hui sera disponible sur toutes nos plateformes numériques d'écoute audio, également sur notre application MySports dès aujourd'hui, dès l'après-midi, et également rediffusion à 18h30 sur MySports 1, donc pour ceux qui veulent nous écouter tout juste avant la soirée de hockey qui va suivre, donc les actes 4 qui auront lieu ce soir. Messieurs, on va commencer tout d'abord en parlant de la demi-finale romande entre Fribourg et Lausanne. Voilà, on est de retour. Donc, Lausanne aux commandes dans cette demi-finale. Les Lausannois qui ont pris l'avance 2-1 dans cette série grâce à une victoire de 2-0 acquise samedi. 2 buts marqués en troisième période. Donc, grosse victoire pour les Lausannois, surtout à la BCF Arena. On va revenir évidemment sur cet acte 3 également, sur les premiers matchs, mais on doit parler en premier lieu de l'erreur d'arbitrage qu'il y a eu. On va le dire comme ça. L'erreur est humaine, Gary. C'est pas quelque chose qu'on aime voir. Un coup de sifflet trop hâtif qui empêche Fribourg-Gotteron de marquer un but. Oui, c'est vrai que ça à toutes les fans sur place ou qui regardaient le match. Je dirais que c'est les arbitres plus dans la façon de faire une erreur. Ils préfèrent manquer un call dans le jeu, un trébuchet, que de voir être le centre d'attraction comme ça. Je pense qu'en plus, c'est un arbitre d'expérience. C'est dommage. Mais c'est des faits de match qui... Oui, là, ça compte énormément parce que c'est en play-off peut-être, mais en cours de... pour tout le monde une fois du bon côté. Et là, c'est Fribourg qui est pénalisé dans cette situation-là. Ouais, et Pascal, Stéphane Rochette, notre collègue, le dit souvent, comme arbitre, tu ne veux pas faire parler de toi, tu ne veux pas être l'une des raisons qui explique une victoire ou une défaite d'une équipe. Et malheureusement, là, Stricker qui est allé avec un coup de sifflet trop rapide. On en parle évidemment tout le week-end. On regardait les commentaires sur nos réseaux sociaux. Les gens en parlent évidemment parce que ça touche vraiment directement le résultat de Fribourg-Gotteron dans ce match. J'irais même plus loin. Ça change complètement l'histoire du match puisqu'à ce moment-là, il y a 0-0. Ça s'est terminé 2-0 pour Lausanne. Alors j'avais lu, je sais plus qui, je crois que c'est Connorius qui dit, mais de toute façon... qui but ou nous pas, on a gagné 2-1. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que ça aurait aussi changé la façon de jouer de Fribourg dans la suite du match. Mais oui, effectivement, et je crois que c'est Jean-Philippe qu'on a parlé lors du commentaire. Il y avait eu ce coup de sifflet l'année passée entre Genève et Bienne où c'était M. Hurliman qui avait sifflé trop tôt, qui était ensuite venu s'excuser. Ça avait aussi eu des conséquences, mais moins importantes, puisqu'on était en saison régulière. Mais c'est des choses qui arrivent. On le voit souvent, des arbitres qui sont prêts à siffler. Et dans un des articles qui était paru par nos confrères romans sur les différents sites, on voit une capture d'écran de Daniel Stricker avec le puck qui est visible derrière Connor Hughes. Mais au moment où ce plan, il a déjà sifflé. Donc lui, au moment où il met le sifflet à la bouche, il voit pas le puck. Et effectivement, je pense qu'il a sifflé, il a vu le puck, il a dû se dire merde. Parce que je vais devoir aller à la vidéo, on va voir que le puck il est libre, que ça, il n'y a pas d'explication non plus. C'est peut-être ce qui manque le plus, juste d'avoir l'arbitre qui explique
Et la table de chronométrage tout de suite qui explique qu'il n'y a pas de but parce qu'il y a eu un coup de sifflet. On a essayé de le mettre en valeur aussi sur les publications qu'on a faites sur les réseaux sociaux, d'entendre le sifflet au maximum, mais c'était pas avec des bons montages, des bons logiciels de montage. Mais on l'entend quand même ce coup de sifflet et effectivement au moment où il le donne, le puck est pas visible et c'est pas des gardiens qu'on va on va dire le contraire, quoi. C'est même souvent l'inverse où on voit le gardien qui veut relancer le jeu, puis l'arbitre qui siffle, et puis le gardien qui regarde l'arbitre avec l'ardeur. Mais je t'ai fait geste que j'allais bouger, donc ça arrive, il y avait de la pression. Je pense qu'il y a deux faits dans cette situation-là. Déjà, la rondelle est tombée tard sur lui. Elle n'est pas tombée rapidement. C'est probablement pour ça qu'il ne l'a pas vu. Elle est venue un peu après, puis ça sifflait un peu plus vite pour éviter les échauffourées devant le filet, parce qu'il y en a beaucoup. Fait que une excuse. Lui, il n'est pas venu au plateau vers vous l'expliquer comme hurler. Je pense qu'effectivement, il a été surpris trop vite. Ouais. Bon, alors ça, on peut l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu à l'interview? Tout simplement parce qu'on doit faire, nous, en tant que média, une demande auprès de la SIHF. Alors certes, il y avait son chef qui était là, il y avait Andreas Fischer qui était présent, on l'a d'ailleurs vu à l'image, et qui aurait pu donner son accord, mais il y a eu quelques changements aussi à la SIHF, et la procédure pour avoir les arbitres, elle est parfois un petit peu compliquée. C'est bien aussi d'avoir l'avis à tête reposée plutôt qu'à chaud, parce que je pense que là, lui-même, je ne sais plus qui était avec lui sur la glace, Thierry qui était l'arbitre de réserve, les superviseurs des arbitres, le chef des arbitres, même il y avait Denis Vaucher, le directeur de la National League, ont été le voir après le match et ont dit écoute, là, ça commence à... C'était limite. Messieurs, je vais aller dans le chat, je trouve un commentaire intéressant de Lucas. Évidemment, bon, il y a beaucoup de commentaires qui reviennent sur justement l'arbitrage tout au long de cette série, hein, parce qu'évidemment, là, on pointe du doigt ce coup de sifflet trop rapide, mais il y a eu des petites erreurs ici et là, selon les spectateurs. Évidemment, parfois ça tourne d'un sens, parfois ça tourne de l'autre sens. Mais il y a Lucas qui dit un jour, plus aucune personne ne voudra se lancer dans l'arbitrage au vu de la pression immense que mettent les journalistes et certains fans sur les réseaux. Si on veut des bons arbitres, il faut respecter leur travail, erreur ou pas erreur. Je suis assez en accord avec lui parce que c'est pas facile la pression qui vient avec être arbitre. Comme l'a très bien expliqué Gary, il y a aussi l'aspect qu'il y a des débordements après presque chaque coup de sifflet entre ces deux équipes-là. Donc, tu veux, de un, éviter qu'il y ait des coups sur le gardien. Tu veux, de deux, éviter qu'il y ait justement du débordement. Donc, tu es sous pression aussi. Les joueurs sont sous pression dans ces matchs importants, mais les arbitres le sont tout autant. Et c'est pour ça d'entrée de jeu, j'ai dit, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Stricker a fait une erreur. D'ailleurs, il l'a reconnu. Il sait très bien que cette erreur-là est pour lui. Il a pris cette initiative de siffler trop rapidement. Mais honnêtement, Fribourg, oui, c'est un but qui aurait dû compter dans le cours du jeu, mais reste qu'ils n'ont pas été capables de trouver l'opportunisme d'en mettre un de plus ou de prendre les devants avant ou après. Et finalement, c'est Lausanne qui a profité de la situation. Oui, c'est un fait de jeu sur une séquence, mais Gary, reste que dans cette demi-finale-là, il faut le dire, Fribourg est beaucoup moins opportuniste que ce qu'on a vu tout au long de la saison. C'est 4 buts marqués seulement en 3 matchs. C'est assez surprenant. C'est du bon travail de Lausanne aussi en défense, il faut le dire. Mais Fribourg doit trouver une façon de marquer des buts. Ouais. C'est le fait, l'efficacité est moins là du côté de Fribourg dans ce début de série, puis il y a surtout gardien de but, parce que dans le premier match, le jeune Pache a été excellent aussi, même si Fribourg fois la faille, mais je veux dire, et là, Cornelius fait 2 gros matchs également. Un peu plus peut-être, ils sont plus occupés que Béra déjà, puis c'est quand la tête, ça joue dans la tête aussi des joueurs. Puis je pense que la pression est énorme aussi sur eux. On voit déjà les situations spéciales sont plus aussi dangereuses qu'ils ont été dans la saison. Et puis, des fois, ça prend un but chanceux, puis ça débloque et puis ça peut repartir. Je pense que l'équipe est là offensivement. Encore là, dans le dernier match, 38 lancés à 16. Bon, statistique, peut-être que c'est 40 à 20, là, je ne sais pas, mais c'est le double. C'est le double. Fait rondelle énorme du côté de Fribourg, mais on achète un peu plus de peine à avoir le temps et l'espace pour marquer.
Est-ce qu'à un moment, je reste avec Gary, excuse-moi Pascal, est-ce qu'à un moment, dans la tête d'une équipe, dans la tête de joueurs, parce que quand Schlegel est rentré contre Fribourg avec Lugano, ça a été un peu plus compliqué de le battre que Koskinen. Là, c'est compliqué de battre Hughes. Est-ce qu'à un moment, ça rentre dans la tête des joueurs? Est-ce que ça commence à affecter la confiance offensive de l'équipe? Est-ce qu'on se pose trop de questions? Ben, quelque part, oui, ça rentre un petit peu dans la tête parce qu'il y a le facteur chance qui est là d'un côté. Parce que pour moi, c'est pas toujours les jours des grands arrêts ou des performances incroyables. Des fois, il ne sait même pas où elle est la rondelle. Puis, entre les jambes, elle sort sur le côté. Il a été chanceux un petit peu aussi. Alors, je pense que oui, ça rentre un petit peu, mais à ce niveau-là, que le gardien soit un mur ou soit une passoire, il faut faire le job parce que je dirais que autant battre Béra, c'est pour Lausanne, même s'ils ont moins tiré, pour battre Béra, il faut y aller. Il prend de la place, il est excellent, il est dominant dans ses playoffs aussi. Mais là, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas quelque chose. Ça rentre dans la tête, mais quand c'est le temps de tirer, ça, je pense que la meilleure chose, c'est d'essayer de l'avoir à l'usure. Pascal, Gary parlait de l'efficacité en powerplay. Fribourg a terminé la saison régulière. Évidemment, c'est deux saisons différentes, on le rappelle souvent. Surtout que c'est des match-ups récurrents contre les mêmes équipes, donc les équipes peuvent s'adapter au powerplay adverse. Mais reste que Fribourg passe du meilleur powerplay de la saison régulière. En demi-finale, j'ai les statistiques. C'est 15% d'efficacité depuis le début de la série pour Fribourg en powerplay. 11 pour Lausanne. On pouvait s'attendre à... Ça a été toute la saison des difficultés en powerplay pour Lausanne. Mais par contre, pour Fribourg, c'est très compliqué là, en powerplay. Et ça peut peut-être expliquer aussi l'inefficacité offensive. Je tournerai le problème dans l'autre sens parce qu'en fait Lausanne avait le meilleur box-play de la saison régulière. Ça, c'est vrai aussi. Ils l'ont conservé en play-off et c'est peut-être aussi quelque chose d'important et c'est pas un coach que je vais l'apprendre que défendre bien, ça permet d'aller chercher des championnats et on l'a vu depuis de nombreuses années et là clairement Jeff Ward il a basé son système sur ces deux gardiens qui sont excellents. Son jeu défensif qui est plutôt bien rodé et on le voit encore, tu parlais de la domination Gary, si on prend les stats avancées c'est encore pire pour Lausanne parce que c'était 3 buts escomptés pour Fribourg contre 1 pour Lausanne à 5 contre 5 durant cette rencontre et si tu passes à toutes les situations c'est encore un petit peu plus pour Fribourg et à peine plus pour Lausanne. C'était un pourcentage de victoire selon les stats avancées pour Fribourg qui était pas loin de 80% sur ce match là. Donc vraiment l'acte 3, Fribourg devait le gagner. C'est pas parce qu'il y a eu le coup de sifflet de M. Stricker qu'ils l'ont perdu, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables de battre Connor Hughes sur le reste du match. Et le système défensif lausannois, que ce soit à 5 contre 5, à 5 contre 4, durant ces 60 minutes. Tu peux me permettre, les situations spéciales en contre 5, on dit pourquoi que ces bons powerplay-là n'arrivent plus à trouver la veille. La grande différence, c'est que cette série-là, ou dans les playoffs, les joueurs montent d'un cran au niveau du courage puis bloquer des tirs. Et les tirs directs de Di Domenico sur le côté ou bien de Sorensen de l'autre défenseur sortent bloquer les tirs et puis au pire, presque avec leur face s'il faut, tellement ils veulent pas commettre d'erreur. Puis là, c'est très difficile de savoir où va aller le rebond, récupérer la rondelle et souvent, système de jeu, et puis les défenseurs de Lausanne le font extrêmement bien. Il y a Jérém dans le chat qui dit, on voit, ça revient un peu à ce que tu disais, se sacrifier. Et lui, il dit, on voit aussi que Fribourg fait souvent la même chose. La passe à Sorensen pour le one-timer, ça a marché d'ailleurs en powerplay lors de l'acte 2. Sorensen qui avait marqué de cette façon-là. Mais il dit, au bout d'un moment, c'est facile à contrer. Il y a une question de Christian qui dit, est-ce que vous voyez plutôt Fribourg revenir dans la série ou Lausanne jouer dominant pour le reste de la série? Je trouve la question intéressante parce que Fribourg a été, on va le dire comme ça, mal payé dans l'acte 3 parce que c'est peut-être le match où ils ont le plus dominé Lausanne, mais ils réussissent pas à marquer, ils se font battre par Connor Hughes en forme, ils perdent 2-0. Là, évidemment, c'est des montagnes russes d'émotions des deux côtés. Après l'acte 1, ça semble être compliqué pour Lausanne de battre Fribourg, surtout de battre Béra. Là, 2 victoires consécutives. Les Fribourgeois ont le moral complètement à plat. Gary, est-ce que tu vois vraiment un avantage maintenant marqué du côté de Lausanne qui a pris l'avantage de la glace ou si chaque match va être vraiment une guerre de tranchées? Je ne pense pas que c'est réglé pour Lausanne dans cette situation-là parce que si on regarde la façon que
World, il en a parlé. Le prochain match, il va falloir qu'on joue mieux si on veut le gagner. Parce qu'on s'en sort avec le double de lancer contre nous. Fait que je pense que c'est loin d'être fini. C'est deux équipes qui sont capables de l'ont prouvé dans la série d'avant, spécialement quand Lausanne a dû aller gagner un match clé, un match face à l'élimination. Et là, il en gagne un dans une patinoire où ce que cette saison. Fait que je pense pas que la chose est réglée. Je pense qu'on va avoir une longue série. Disons que la prochaine prestation de Lausanne va en dire beaucoup sur la suite de la série. Pascal, il y a Steve et il y a Georges-Henri qui ont deux commentaires très intéressants. Steve qui demande, qui mentionne que Lausanne a déjà, entre guillemets, réussi sa saison. 3e place au classement général, demi-finale. C'est déjà bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer de Lausanne. Contrairement à Fribourg qui a la pression pour ramener la coupe à la BCF Arena, parce que là, on a terminé 2e, on a flirté avec la première place tout au long de la saison. Il y a cette attente qui vient autour du club. Et d'ailleurs, Lausanne, et je reviens avec le commentaire de Georges-Henri, Lausanne, est-ce que maintenant les Lausannois ont la capacité à être le chassé? Parce que Lausanne a joué les mal classés tout au long de cette série-là en disant que la pression était sur Fribourg parce que c'est eux les meilleurs de la série, nous on est les négligés. Là, en ayant l'avance 2-1 après 3 matchs, est-ce que cette mentalité, cet état d'esprit, tu penses qu'elle a tourné un peu de l'autre côté? Est-ce que maintenant les négligés sont Fribourg et le chassé est Lausanne? Alors, le chassé, oui. Clairement. Puisqu'ils sont en tête de la série. Celle-là, elle est facile à répondre. Mais sur l'ensemble de la série, non, je pense qu'ils vont continuer à avoir cet état d'esprit de c'est Fribourg qui a la pression puisqu'ils sont 2e de la saison régulière et c'est la logique qui voudrait que le 2e soit en finale. L'histoire de Steve par rapport à la saison réussie du côté de Lausanne, je pense pas que c'est la mentalité du côté du LHC de se dire on a fait 3e, c'est nettement mieux que la saison passée, on a atteint les demi-finales, c'est la 2e fois seulement qu'on atteint les demi-finales, on a réussi notre saison. Ils ont les crocs. Sans mauvais jeu de mots par rapport à des Lions, ils ont clairement les crocs, ils ont des envies. Il y a des joueurs qui sont là peut-être pour la dernière fois de leur carrière sur une glace. Je pense à un Raffol qui a quand même 35 ans, qui, même s'il joue extrêmement bien, peut-être qu'il voudra finir sur sa carrière sur un succès pour éviter la saison de trop, d'autant plus avec les 2 dernières saisons qu'il a faites où il y a eu pas mal de blessures. Et puis quand tu as à Fribourg par rapport à la pression, alors ça je suis d'accord. Parce que j'étais samedi à la BCF Arena, je suis arrivé très tôt pour un tournage et il y a les banderoles qui ont été affichées par les supporters du côté de la sortie des joueurs. Vous êtes 2e, faut aller chercher cette coupe. Ça fait 44 ans qu'on est au plus haut niveau, il faut qu'on aille chercher le titre qu'on cherche depuis tout ce temps-là. Donc effectivement, il y a ça, et puis le fait qu'il y a déjà eu 4 finales du côté de Fribourg sans atteindre la coupe. Il y a eu également une 2e place, si je ne me trompe pas, en 83 avant l'introduction des playoffs. Donc oui, cette génération de supporters qui a grandi avec Fribourg-Gotteron en National League ou en Liga, appelez-la comme vous voulez, puisque le nom a changé entre-temps, attend désormais, d'autant plus avec le succès l'année passée de Genève qui a aussi ouvert les appétits de notre côté de la Sarine. Oui. Il y a le commentaire de Patrick, je trouve intéressant. Il a dit « La défaite de Fribourg-Gotteron en 3e période de prolongation, à minuit 30, est-ce qu'elle a fait mal dans les têtes à la confiance de Fribourg? » Honnêtement, de la façon dont ils ont répondu à l'acte 3, moi je dirais que non. Puis j'en ai discuté avec Sandro Schmid après le match. Puis ma première question, c'était, oui, c'est une défaite en prolongation, mais ça reste une défaite. Une défaite fait toujours mal, Gary. Peu importe que tu la prennes après 60 minutes ou après 106 minutes ou 107 minutes de jeu, ça reste une défaite. En play-off, tu dois être capable de tourner la page et de te concentrer sur le prochain match dès que le dernier finit. Bien sûr, parce que là, la question d'avant et celle-là aussi, c'est pour moi, les équipes sont dans le carré d'as maintenant, puis tout le monde veut le de qui a la pression, qui n'a moins. Toutes les équipes s'en mettent énormément de pression. Là, bien sûr, quand tu perds en prolongation, ça fait mal sur le moment parce que tu es presque rendu à jouer 2 matchs dans. Après, tu rentres à la maison, tu as la récupération, tu as un petit peu des théories où ce que les entraîneurs font leur travail. Quand le puck tombe le soir d'après, c'est complètement oublié. Sinon, ils sont rendus, ces équipes-là, si mentalement, ils n'arriveraient pas à passer par-dessus ça. Il y a le commentaire de Fabrice, la question de Fabrice qui demande est-ce que Reto Berra est un peu fatigué? Je le sens
un peu plus nerveux. Moi, j'étais sur place, je commentais l'acte 2. Honnêtement, sans Reto Berra, cet acte 2-là se termine bien avant la 3e période de prolongation. Moi, je l'ai trouvé très dominant. Le puck le frappait, peu importe de quelle façon Lausanne tentait de diriger des rondelles vers Berra. Je le sentais en plein contrôle. Messieurs, je sais que Pascal, tu étais sur place. Je sais que tu avais plusieurs choses à faire. Je ne sais pas si tu as réussi à voir un petit peu le travail en live de Reto Berra. Pas vraiment, non. Mais messieurs, est-ce que vous pensez... Bon, niveau fatigue, je pense que il est à un point, Reto Berra, comme l'ensemble des joueurs de la National League, on est rendu au mois d'avril. Je pense que la fatigue physique, elle y est. C'est l'équipe qui va être la plus forte mentalement qui va gagner. C'est souvent comme ça. Hein. C'est la fatigue physique, il y en a de toute façon. Mais est-ce que vous le trouvez plus nerveux? On a vu quelques gestes de Reto Berra un petit peu, mais on sait que c'est un gardien qui est de toute façon qui a tendance à s'agacer rapidement. C'est pas nouveau. Si c'était quelque chose de nouveau par rapport à son comportement, là on pourrait peut-être y prendre. Pour revenir par rapport à ce que tu disais sur les autres matchs, sur l'acte 3, on a vu un Fribourg qui a servi la médecine de Lausanne à Lausanne. Sur le début de la série, c'est Lausanne qui domine sur les 2 premiers matchs et qui avait ce pourcentage de victoire absolument faramineux. Hein. C'était vraiment déséquilibré si on prend le pourcentage de victoire attendu sur les 3 matchs. Mais j'ai pas l'impression que Reto Berra il est différent que les autres fois. Parce que, à mon avis, on le ménage aussi beaucoup du côté de Fribourg. Pas beaucoup d'entraînement. Priorité aux soins. Il a son système aussi. Il fait beaucoup d'étirements pendant le match. Dès qu'il y a un arrêt de jeu un peu long, il va faire des étirements pour son dos. Et vraiment, cette saison, on a retrouvé le Reto Berra d'il y a 2 ans. Pas celui de l'année passée qui souffrait. Ouais. Gary? Je dirais même meilleur il y a 2 ans. Je trouve que lui, il est maintenant dans sa bulle. Et puis, c'est clair que c'est un gardien de but avec beaucoup de caractère. Et puis, on tarde à voir un peu. C'est comme sur le but de Rochette. Je veux dire, il ne s'est même pas déplacé. Il s'attendait à ce que son attaquant qui était placé en défensive de couper la passe au joueur à l'extérieur, puis lui s'occupait du tireur. Puis il a eu une drôle de réaction. Puis la même chose au but en prolongation. Puis Dave Sutter lui passe devant le visage, il le masse complètement et il le regarde directement pour laisse-moi voir le puck, quoi. Je veux dire, c'est un gars qui est aussi, je dirais, démonstratif par son regard, par son body language. Et puis tu vois ça des fois. Mais quand il est à bulle, déjà, il s'entraîne quasiment plus parce que les équipes n'ont pas le temps de s'entraîner. Il peut voler un match n'importe quel soir. Gary, il y a un peu d'amour là qui t'arrive dans le chat. Il y a Christian qui dit rien à voir, mais Gary, merci de nous donner tant d'émotions dans le hockey suisse. Donc voilà, il fallait que je te fasse le message quand même. Parce que surtout comme ça, on l'oublie pas. Comme ça, on l'oublie pas, voilà. Messieurs, il y a un commentaire que je trouvais intéressant de Frédéric qui remet un peu les choses en perspective. C'est juste une défaite à domicile. C'est pas la première équipe qui perd un match à domicile en play-off. La série est loin d'être jouée, selon moi. À voir comment Fribourg entame le match de ce soir. C'est tout à fait vrai. Cette série n'a que 3 matchs de jouer. Là, on est loin d'avoir le dénouement final. Et il y a beaucoup de commentaires, messieurs, qui reviennent sur les étrangers de Fribourg-Gotteron. Les étrangers de Fribourg-Gotteron qui sont en dessous de ce qu'ils nous ont montré tout au long de la saison. Ils ont été tellement dominants. En particulier, on peut penser aux 2 Suédois, Sorensen et Wallmark. Moi, je mettrais Delarose aussi, là, qui n'a pas marqué depuis une éternité. Je pense qu'il a son dernier but remonte au début de l'année 2024, là, en janvier, je ne me trompe pas. C'est compliqué pour lui offensivement. Mais moi, il y a une chose, je ne sais pas si vous faites ce parallèle-là, parce qu'évidemment, quand j'ai parlé du powerplay, on m'a tout de suite ramené le piqué. C'est vrai que un explique souvent l'autre. Mais il y a aussi le fait que, moi, j'ai remarqué, surtout dans l'acte 2, parce que j'y étais, chaque fois que le premier trio de Fribourg est sur la patinoire, Jeff Ward envoie son premier trio. Donc, c'est les 2 premiers trios qui sont matchés un contre l'autre. Alors qu'au lors de la première série, Christian Dubé voulait toujours matcher son 4e bloc au premier trio adverse, ce qui faisait que les 2 forces de frappe n'étaient pas les unes contre les autres. Donc, il y avait peut-être un petit peu plus d'espace pour les étrangers fribourgeois dominants. Peut-être un peu moins dans cette série-là face à Lausanne. Est-ce que vous voyez peut-être, toi Gary qui est coach, est-ce que tu vois peut-être ce match-up-là comme une explication de pourquoi les étrangers de Fribourg font un peu moins bien ou sont un peu moins dominants dans cette série-là? Oui, je trouve que le match-up que Ward veut faire, c'est de jouer force contre force, ça c'est clair. Mais il faut aussi
quels sont les défenseurs qui sont sur la glace dans ces moments-là pour jouer. Et on les joue beaucoup plus physiquement jouer durant le championnat, je trouve. L'apport des défenseurs de Lausanne sur les attaquants de Fribourg, je trouve qu'on est... notre fameuse histoire de temps et d'espace, pour eux, ils en ont un peu moins maintenant. Et puis, prendre l'avantage à la maison avec ces changements-là, parce que la ligne à Raffle est appelée à jouer contre eux à l'extérieur. Étant donné qu'on n'a pas le dernier changement, ils n'ont pas le dernier changement. Fait que ça complique un petit peu le premier bloc de Fribourg, qui a aussi été aligné avec Motep, maintenant avec Bikoff. Fait qu'on essaye aussi de l'énergie ou de trouver des solutions. Mais effectivement, c'est pour Lausanne, ils ont qui pourrait dire on va jouer que défensif contre eux. Ça, je pense pas que c'est l'idée. Fait que power comme power, comme on dit, et puis que le meilleur gagne. Bon, on a vu sur cette série qu'on a deux coachs qui veulent absolument gagner le duel du matching sur la glace. Ouais. Ça s'est vu sur tous les matchs que vraiment Ward et Dubé sont pas là pour se laisser faire. Ils veulent mettre les lignes qu'eux ont envie de mettre et ils vont tout faire pour avoir le match-up qu'ils veulent. Pour revenir sur la remarque de Frédéric qui était intéressante sur l'histoire des équipes qui perdent un match à domicile en playoff. Non, Fribourg l'a fait contre la série précédente. Ils ont gagné la série. Donc ils savent, et Dubé doit s'appuyer là-dessus en disant les gars, c'est déjà arrivé. Pas de panique. On a déjà perdu l'acte 3 à domicile. On est allé, et en plus il a perdu l'acte 4 à Lugano, si je me souviens bien, et les deux fois c'était en prolongation, courte prolongation. Donc ils ont réussi aussi à trouver les solutions, et Dubé doit s'appuyer là-dessus pour le match de ce soir et pour le match de mercredi pour l'acte 5. Tant que cette série n'est pas terminée, de toute façon il faut garder espoir, et ça j'apprends rien à personne là-dessus. Et puis Lausanne a aussi perdu à domicile contre Davos, donc... Les deux équipes sont sur des territoires connus dans cette série pour l'instant, et je pense qu'il y a de quoi trouver. Gary, il y a Fabrice qui nous dit « Personne n'ose critiquer Jacob Delarose, même si le boss défensivement, c'est largement insuffisant. » Moi, je suis pas surpris, honnêtement. Je l'ai souvent dit. Jacob Delarose, depuis longtemps, même depuis qu'il est arrivé en NHL, depuis qu'il jouait même avant ça en Suède, c'est un joueur qui, défensivement, fait le travail, mais offensivement, il n'a jamais affolé les compteurs. Pour moi, c'est pas une surprise de voir un gars qui est souvent en montagne russe offensivement. Il a eu des bons moments. On l'a prolongé d'ailleurs du côté de Fribourg, tout comme Wallmark et Sorensen. Mais je pense que les gens s'attendent à un étranger qui produit en Jacob Delarose. C'est pas nécessairement le rôle qu'il peut amener à Fribourg-Gotteron. Non, c'est un joueur, écoute, il a été engagé aussi pour ça. Il est très bon au niveau des engagements et puis surtout sur le plan défensif, même si ça a début quand il est sur la glace, je veux dire, mais c'est clair que c'est pas un gars qui va t'affoler les numéros, à moins que vraiment il aurait un avantage numérique ou quelque chose comme ça, mais disons que moi je suis pas surpris parce que là tu dois tellement te concentrer défensif, étant donné que c'est ta force, c'est difficile d'être bon quand c'est pas ta tasse de thé non plus. Même si, surtout là, si on regarde, il n'a pas marqué janvier, ça ne doit pas être son point fort, le côté offensif. C'est surtout défensif, gagner dans le territoire défensif et puis être solide, donner de la profondeur à l'équipe, dans le fond. Disons que le problème, c'est que tu l'as dit, Joe, il est suédois. S'il était suisse, on ne parlerait pas de Jacob Delarose parce qu'il ferait un bon travail défensif. Ouais. Et puis, c'est pas grave s'il ne met pas de but depuis une vingtaine de matchs. Elle est là le problème, la problématique. Mais avec 6 étrangers aussi, il y a aussi des joueurs qu'on va aller chercher pour d'autres rôles parmi la Légion étrangère parce qu'on a peut-être un joueur suisse qui peut prendre cette place. On le voit du côté de Zurich. On ne va pas chercher forcément des gros noms au niveau étranger. Parce qu'on a des Malguin, des André Ghetto qui peuvent avoir ces rôles-là aussi. On peut faire peut-être le parallèle. Il y a 2 ans, quand Zurich s'était rendu en finale, il y avait Marcus Kruger qui était au centre. De la 3e ligne et qui avait quasiment pas de points. Et Jocelyn Azevedo qui jouait sur la 2e ligne, qui jouait avec lui non plus, il n'y avait pas beaucoup de points. Non, mais les deux avaient affolé le pourcentage d'efficacité sur les mises en jeu. Ils étaient tellement efficaces sur les mises en jeu, surtout les mises en jeu défensives. Là, parce que Gary, c'est souvent ça qu'on regarde. Mine de rien, souvent on regarde l'ensemble des mises en jeu, mais il faut surtout regarder les mises en jeu en territoire défensif pour certains joueurs, les mises en jeu en territoire offensif pour d'autres. Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre tout ça. Là. Bien sûr, puis qui est impressionnant aussi. Mais regardez juste un autre exemple, comme tu mentionnes là, Kruger.
Road, qui était Rowe, qui s'appelait, pardon, qui jouait à Rappersville. Ils l'ont plus. Là. Il a dit, c'est donc, on est capable de tout faire sur l'avantage numérique, désavantage numérique, sur les engagements défensifs. Ils l'ont jamais remplacé. Et puis là, ils ont une saison très difficile sans lui. Ouais. Et vraiment, je trouve intéressant parce que, évidemment, dans le chat, il y a des Fribourgeois, il y a des Lausannois. Les deux parlent des deux équipes. Puis il y a Frédéric qui parlait de Fribourg un peu plus tôt. Là, il parle de Lausanne en disant on critique, entre guillemets, de la Rose. Mais à part Suomela et Raffel à Lausanne, les étrangers, c'est pas. Bon, après, moi, je trouve que Pilot et Joss font du très, très bon travail en défense. Mais c'est vrai qu'offensivement, Salomaki. Offensivement, il n'affole pas les compteurs en playoff, soyons honnêtes. Kovac, on l'a vu sur 2 matchs. Il semblait perdu comme un jeu de cartes sur une patinoire. Sur la patinoire, par contre, c'est lui qui est à l'origine du but gagnant en troisième période de prolongation. Donc, c'est là où c'est vrai qu'en ce moment, il y a des blessures des deux côtés. Hein. Il y a Marchand et il y a Yecker qui ont raté le dernier match du côté de Fribourg. C'est Diaz qui avait raté les premiers matchs. Du côté de... Motet, pas Marchand. J'ai dit Marchand. Motet, Yecker, dernier match. Avant ça, c'était Diaz. Du côté de Lausanne, on le sait avec la fin de saison de Marty, blessure, il y en a également. Donc, on voit qu'on est rendu sur la fin de la saison. Là. Il y a beaucoup de joueurs blessés. À voir si certains reviendront dans l'effectif. Ouais, puis on va comme souligner qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts dans cette série. Hein. Il y en a eu 2 au dernier match, il y en a eu 3 au match d'avant, 5 au premier match. C'est pas non plus une série qui affole les compteurs. Non. Donc forcément aussi, les joueurs qui marquent des buts, on les voit aussi pas forcément un petit peu moins, puisque s'ils sont pas sur la feuille de statistiques. Ouais, et très bon travail, tu l'as dit, les 2 gardiens, mais les brigades défensives. Devant, c'est très solide. Il y a il y a beaucoup de chances de marquer, mais des énormes chances de marquer, des grosses erreurs défensives et tout, on en voit un peu moins. Et c'est pourquoi c'est une série qui, défensivement, est très, très serrée. Messieurs, il y a une deuxième demi-finale, on va en parler également. C'est évidemment celle entre Zurich et Zug. Messieurs, la grande question que je vous pose... Est-ce que les Lions sont inarrêtables? Parce que les ZSC Lions ont 7 victoires, aucune défaite en playoff. Et même lorsque ça semble compliqué, ils ont les ressources pour se sortir du trouble. Ils sont vraiment impressionnants depuis le début des playoffs. Et surtout, ils ont eu la pause des play-in. Ils ont eu une longue pause parce qu'ils ont eu un balayage en première ronde alors que tout le monde s'est rendu en 7 matchs. Et là, ils mènent 3-0 contre Zug. Est-ce que c'est un fleuve tranquille, j'ai l'impression. Là. Je vais le mettre entre guillemets, évidemment, parce que ça reste les playoffs. Mais est-ce que les ZSC Lions sont inarrêtables, Gary? J'ai vu ces matchs-là un petit peu aussi. Je trouve pas qu'ils sont extrêmement bien, je dirais, défensivement, dans leur zone de défense. Ils jouent très, très bien. Et puis, c'est ça qui leur permet peut-être de jouer avec autant de confiance. On est un peu sur la même page, même si des fois les matchs basculent de peu, puis faire le pas pour les mettre au pied du mur. Et peut-être cette adversité-là qui rencontre un problème en finale avec ça, s'ils passent en finale. Moi, je pense qu'ils vont quand même en échapper une. C'est quand même une équipe qui sait gagner. Maintenant, elle a pas la même efficacité. Énormément maintenant, puis après, comme je dis, Zurich joue tellement bien sans la rondelle que c'est difficile. Zug, si on n'arrive pas à avoir un meilleur power play ou un meilleur box play, Giannoni, ça va être difficile parce qu'en face, il y a tout qui fonctionne. Pascal, je suis obligé de te lire le commentaire de Louis parce que je voulais justement arriver à ce sujet-là. On va y arriver un peu plus vite que prévu. Il y a Louis qui dit « Ne faut pas enterrer Zug trop vite. Rappelons-nous de la série finale il y a 2 ans. » Évidemment, Zurich qui menait 3-0, Zug qui a gagné 4-3, mais c'est pas la même équipe, soyons honnêtes, et surtout, Zug arrive d'un long et difficile quart de finale contre Berne, affronte Zurich, frais dispo. Est-ce que tu vois vraiment une possibilité que Zug renverse cette série? Non, pas dans le jeu que j'ai vu de Zug actuellement. Il manque déjà Gregory Hoffman, son absence, elle est importante du côté de Zug. Ça a été compliqué. On l'oublie, hein, mais... Ça a été compliqué contre Berne aussi. Il a fallu vraiment... ils sont passés par les poils parce qu'il y a vraiment eu... sur le dernier match où vraiment ils ont été très bons là contre Berne. Mais contre Zurich, dès qu'ils sont un peu proches, et on l'a vu malgré tout sur
sur les 3 matchs. Hein, les scores sont pas si énormes que ça. Zug est dominé dans la plupart des domaines et on parlait des pourcentages de victoires attendus sur les 3 matchs entre Lausanne et Fribourg. Du côté de Zurich-Zug, Zug, ils ont même pas à 100% sur les 3 matchs. Ils n'arrivent même pas à 100% sur les 3 matchs en cumulant. Donc il y a vraiment une équipe de Zurich qui domine le match et il y a Zug qui essaye d'exister dans cette série. Donc je pense, comme Gary, que Zurich ne va pas réussir à faire le titre en 12 matchs. Mais je pense que Zug, ce soir, ils vont tout... C'est le dernier match qu'on va voir Zug. Vraiment, ce soir, ils vont tout donner pour essayer de ne pas sortir en 4. Ouais. Bon, il y a quelques messages dans le chat, Gary, ta connexion Internet qui est pas au top. Donc, parfois, on manque des petits bouts de phrases, là. Juste parce qu'on a quelques messages dans le chat, là, on a bien remarqué. Malheureusement, on doit faire avec. Mais Gary, il y a une question très intéressante de Christian. Est-ce que ce serait la fin de Dan Tagnes à Zug si jamais Zug se fait sortir en 4? Je pense pas. Honnêtement, la situation cette année très difficile. Je pense que d'arriver où ils sont maintenant, quand on regarde mené au début de la saison ou une période creuse de la saison. C'est clair que l'année passée, ça n'a pas bien finale. Je pense qu'on a aussi des bons jeunes qui vont arriver derrière pour venir champion ce week-end par un but en prolongation, mais quand même, il y a quelques bons jeunes qui vont venir aider cette équipe peut-être vieillissante un peu ou il faut changer. Mais non, pour moi, quand ton entraîneur arrive à t'amener à chaque année en play-off, à chaque année, comme c'est le cas encore là, même si on pense qu'ils vont s'éteindre maintenant puis ils ne vont pas revenir, c'est fort possible. Quand même une demi-finale, puis il y a bien d'autres équipes qui sont en vacances maintenant qui signeraient pour être là. On peut rappeler aussi que Zug dispute une 5e demi-finale consécutive sous Dan Tagnes. C'est quand même un chiffre qui est très impressionnant. Zurich est à sa 4e consécutive, donc c'est pas mal aussi. Ouais. C'est la première fois dans cette période qu'ils se rencontrent à ce stade-là de la compétition. C'est dire à quel point aussi Zug et Zurich ont été dominants les années précédentes, mais Zug, sur les 2 dernières demi-finales, ils n'ont pas eu l'avantage à la glace et ils ont perdu, que ce soit contre Genève l'année passée, contre Zurich, ils sont en mauvaise position. Je ne vais pas dire qu'ils ont déjà perdu parce qu'il faut quand même que Zurich gagne le 4e point. Mais on les voit qui sont un petit peu plus... c'est un petit peu plus difficile là depuis 2 ans quand même. Et de répéter. C'est tellement difficile de gagner une première fois, de répéter, ça l'est encore plus. Zug l'a fait évidemment avec 2 titres consécutifs, mais comme tu le dis Pascal, c'est beaucoup de hockey dans les dernières années et avec ça est venue également la Champions Hockey League. Évidemment, il y a eu des étés entre, mais on a vu à quel point se remettre d'un titre peut être compliqué. On l'a vu avec Genève cette année. Ça semblait être une équipe qui a couru après son énergie justement, après ce lendemain de veille, on va le dire comme ça, là, de titre tout au long de la saison. Donc c'est difficile de se remettre. Zug a été capable de le faire année après année. Mais ça montre quand même, Gary, justement, ce contre-coup des succès. Ça montre une équipe qui est capable du meilleur, comme parfois vraiment des creux de vague un peu inexplicables, comme à la fin de la saison, ce qu'on a vu avec Zug. On sentait simplement une équipe qui, là, était capable de jouer des bons premiers tiers, des bons deuxièmes tiers, mais cassait toujours à un moment. Ah oui. Et puis, on voit aussi, là, contrairement aux années précédentes où ils gagnaient plusieurs fois à l'extérieur, là, c'est plus difficile. Mais back-to-back comme ils l'ont été, les équipes qui les affrontent maintenant, c'est quand même prêt pour jouer contre cette équipe-là. Puis si elle baisse, comme là, la profondeur de l'équipe n'est plus la même un peu du titre, et c'est plus difficile. Mais encore une fois, ils sont encore pas tout à fait. Il faut quand même qu'on parle des unités spéciales dans cette série-là, en particulier les unités spéciales des ZSC Lions. Dominant. D'ailleurs, ça a changé le cours du premier match, le power play, hein, la longue pénalité là, de 5 minutes, qui a permis à Zurich de marquer, je crois, 3 fois sur ce power play-là. Quand on regarde, évidemment, Zurich depuis le début des playoffs, ils sont dominants en power play. Zug l'est tout autant, par contre. 36% d'efficacité pour Zug, 33% pour Zurich. Ça, c'est depuis le début des quarts de finale. Mais ils ont marqué beaucoup contre Berne. Ils ont marqué beaucoup contre Berne. Oui, exactement, parce qu'en demi-finale, c'est un but marqué sur 5 occasions par Zug. Mais moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que Zurich a eu 14 occasions de power play.
Zug 5 en 3 matchs depuis le début de cette série-là. Et ça va dans le sens, peu importe l'équipe qui va affronter Zurich si elle passe en finale, il va falloir être discipliné contre cette équipe-là. On ne peut pas se permettre autant de pénalités, autant de chances face à Zurich, mais peut-être que ça trahit aussi, on n'a pas cette statistique-là, mais je serais très curieux de savoir la possession de la rondelle. Parce que souvent, les pénalités viennent parce que tu n'as pas le puck. Tu vas y aller avec un accrochage, tu vas faire trébucher, tu retiens. Ben, peut-être que moi, je serais curieux de savoir la domination s'il y a de Zurich au niveau de la possession de la rondelle. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi il y a beaucoup de pénalités qui se prennent face à Zurich dans ces playoffs-là. Ouais, on n'a pas de... aussi très, très bon dans les duels. Les duels à 1 contre 1, c'est pas une équipe qui... Oui, tu as peut-être Marty des fois qui va faire une grosse charge, mais si tu regardes les autres défenseurs, que ce soit Weber, très, très bien avec la canne. On a la canne en premier, après on joue l'homme, et ils le font très, très bien. Puis ça, c'est... Maintenant, que 5 powerplay du côté de Zug, c'est pas parce que les arbitres ne sifflent pas, c'est l'équipe joue très bien avec la canne, et puis pas d'interférence, pas d'accrochage, pas de trébucher. Bon dans les duels. Stéphane le relevait justement sur la pénalité de Kovar samedi. C'était une faute clairement on n'a pas la rondelle, on n'a pas beaucoup la rondelle du côté de Zug, donc on est toujours en retard, on est dans les duels, on est toujours deuxième, on commet ces fautes là parce que on essaie de récupérer le puck. C'était simplement une faute d'essayer de récupérer le puck. Et voilà, ça explique aussi cette statistique. Bon, on va comme rappeler que sur les 14 powerplay, il y a quand même chaque fois que tu as marqué dans les 5 minutes, tu recommences le powerplay. Donc ça aide aussi, ça en fait. C'est pas un seul powerplay avec 3 buts au niveau de la stat. Ça aide la moyenne. Gary, bon, évidemment, les DLSC Lions sont en avance 3-0. Le mot d'ordre ce soir, parce que c'est un match à Zug, j'imagine que du côté de Zurich, c'est de finir cette série-là le plus tôt possible, parce que Fribourg-Lausanne, l'équipe qui va sortir de ce duel-là, va avoir laissé beaucoup d'énergie dans les 2 premières rondes. Et ça, c'est un avantage qu'il ne faut pas oublier pour Zurich, s'ils réussissent à sortir Zug en 4. Je ne suis pas sûr que c'est dans la tête de tout le monde de vraiment essayer de finir, parce que encore faire 10 jours de congé, puis espérer. Là, il y a un petit peu de doute qui peut rentrer dans ta tête, puis la finale arrive, on n'est pas en jambes. Là, ça n'a pas paru dans cette série-là, on va dire, parce qu'il moi, je pense que ce soir, peu importe l'énergie que Zurich veut mettre pour finir la série, un sursaut d'orgueil, un facteur chance qui va peut-être balancer chez eux un peu pour trop compromettre la situation de Zurich, qui va retourner à la maison puis qui, là, va jouer un match peut-être... c'est vraiment une équipe championne, puis jusqu'à maintenant, du moins, elle réussit tout ce qu'elle fait. Donc, ils n'ont peut-être pas le couteau entre les dents comme un match numéro 7 ce soir. Je voulais revenir un peu sur ce que disait Stéphane par rapport aux 4 matchs aussi, gagnés en 4 matchs. Il y a eu la question qui s'est posée entre Stéphane et David samedi. Est-ce qu'il y a déjà eu une équipe qui a gagné en 12 matchs, 12 victoires, le titre en Suisse? Non. J'ai été chercher, il y a eu par contre quelques parcours parfaits, notamment Cloton en 2009, qui s'était incliné contre Davos, qui avait gagné en 21 matchs cette année-là. Donc c'est pas parce que vous arrivez avec 8 matchs en finale que vous avez gagné la finale en 4 matchs. Il n'y a que 2 parcours parfaits dans l'histoire des playoffs en Suisse, mais c'était à une époque où on jouait que les demi-finales et les finales, et c'était des séries en 3 pour la première année et en 5 pour la deuxième année. C'est Lugano qui a gagné ses 4 premières séries de playoffs sans perte de match à l'époque. Donc ça remonte à 86-87 pour ceux qui veulent chercher. Mais autrement, à chaque fois qu'une équipe est arrivée en finale en ayant gagné les 8 matchs avant, elle a au moins perdu un match en finale. Ouais, donc comme quoi ça veut rien dire. C'est vrai que ce sont des statistiques, mais en play-off, honnêtement, tout peut jouer sur un match. Tout peut tellement tourner rapidement qu'on Zug pourrait très bien, à domicile ce soir, réussir à aller chercher le match. Puis ensuite, ce soir, il y aura de l'orgueil de la part de Zug. De toute façon, ils vont entrer sur la glace, ils auront envie de au moins terminer de manière positive sur leur glace.
Ça s'est vu je vais prendre l'exemple du quart de finale de Zug, justement contre Berne, où Zug avait la possibilité clairement d'aller conclure la finale à Berne, et Berne est venu avec beaucoup d'orgueil sur la glace pour gagner le match 6. Bon, j'aime pas être trop dans les passé. suppositions parce qu'on ne sait pas ce qui va vraiment se passer dans cette série de Zurich-Zug. Mais Hervé qui nous dit « Il faut profiter de la série Gauthieron-Lausanne car je crains que la finale ne soit bien morne. Nous ne vivrons pas cette année une finalissima de la trempe de Genève-Bienne l'année passée, pourvu que je me trompe. » Messieurs, OK, Zurich est dominant dans ces playoffs-là. Mais Fribourg et Lausanne, honnêtement, moi je pense que ces deux équipes-là peuvent compétitionner à un très haut niveau face à Zurich. Je ne serais pas prêt à dire que Zurich va se la couler douce en finale s'ils affrontent un Fribourg ou un Lausanne, peu importe l'équipe. Je pense qu'il va y avoir du répondant du côté roman aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais je ne suis pas prêt à donner le titre aussi facilement à Zurich. Non, ça c'est sûr que non, parce que là, où il y auront plus d'adversité sûrement. Puis veut pas, si on regarde les dernières années, pas seulement celle de la précédente, avec Zug également, l'année où c'est leur premier titre, bon, il y avait le COVID, tout ça. La série, la finale était excitante au possible. C'était pas endormant ou que l'année passée, c'était joué surtout sur l'offensive, c'était assez ouvert. Mais cette année, je autant Fribourg qui vont y arriver, une des deux va y arriver, auront de battre Zurich parce que veut pas, au cours de la saison, fait quelques-unes, puis en play-off, là, quand tu joues la finale, c'est un autre énergie, c'est une autre situation. Fait que je pense que les deux équipes espèrent les challenger. Et puis, il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier par rapport à Zurich, c'est qu'ils attendent le titre depuis 2018. Et avec les moyens qu'ils ont mis en plus dans cette nouvelle patinoire, là, il y a beaucoup d'attentes. On parle de Fribourg avec les plus de 40 ans sans titre en National League. Mais à Zurich, depuis le début des années 2000, c'est une équipe qui est dominante dans notre championnat. Et là, ça fait 5 saisons de play-off qui n'ont pas été titrées. Et c'est une longue attente. Alors, c'est rien à voir avec l'attente précédente, puisque ils avaient gagné le titre dans les années 60, puis il a fallu attendre le début des années 2000 pour qu'ils gagnent le titre. Et là, il y avait un gros soupir de soulagement. Mais clairement, depuis le milieu des années 90, Zurich est une puissance de notre championnat, une puissance financière. Et forcément, on attend à Zurich que l'équipe joue pour le titre quasiment chaque année. Et à chercher le titre cette année, en tout cas avec l'équipe qu'ils ont. Il y a Christian qui dit « Quoi qu'il en soit, les demi-finales sont loin d'être terminées. » À notre grand plaisir, évidemment, les demi-finales qui peuvent se poursuivre jusqu'à dimanche prochain avec un éventuel 7e match ou des éventuels 7e matchs. Dernier sujet, on profite quand même du passage de Gary pour parler un peu Swiss League. Gary, ce fut un plaisir de te retrouver derrière un banc de Swiss League cette saison avec Holton. Tu t'es retrouvé du boulot de ce côté-là. Vous avez finalement perdu lors du 7e match en demi-finale face aux Getseka Lions. Je veux quand même que tu nous dresses un peu un bilan de cette première saison pour toi avec Holton. Ben, disons que moi, je suis arrivé au milieu de la saison. Mon rôle a changé en cours de route. C'était assez intéressant de vivre une expérience, je dirais, complètement différente. Et peut-être 25 années précédentes où j'ai toujours travaillé en Romandie. Et là, d'être dans un cadre différent, une structure différente, j'ai appris beaucoup. J'ai bien apprécié Effectivement, ça se termine sur un 7e match perdu à la maison contre une équipe qui était très valeureuse dans la finale contre Chaux-de-Fonds également. Mais disons que il y a beaucoup de points pour structurer notre équipe, peut-être la balancer un petit peu différemment, essayer de regarder vers l'avant avec des objectifs raisonnables, mais tout élevé parce qu'on veut sortir le meilleur de chaque joueur et je pense qu'on ne peut pas... question de tout à l'heure, là, les équipes qui sont en demi-finale maintenant, tout le monde veut le titre et tu joues un championnat sans vouloir le gagner. Fait que nous, on sera de la même façon que ces équipes de Swiss League qui veulent les honneurs.
Gary, j'ai une question pour toi qui est liée aux 6 étrangers en National League. Est-ce que cette arrivée-là n'a pas fait augmenter le niveau des Getseka Lions? Puisqu'on voit que depuis 2 ans, ils sont à la lutte pour les playoffs beaucoup plus facilement que par le passé. On les a vus en demi-finale l'année passée, cette année en finale. Est-ce que ça a permis d'augmenter les responsabilités des joueurs qui vont à Getse plutôt que de faire bouche-trou durant la saison à Zurich puis de venir juste pour les playoffs s'il y a des playoffs? Ouais, je pense que leur niveau a augmenté parce que dans la structure avec les Zurich Lions et les quand même bien encadrés et se développent depuis un certain temps ensemble, plusieurs nationales. Et là, ils arrivent à un âge, ben, même si c'est que 21, 22 ou 23 ans, ont un gros bagage d'expérience, et puis que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau mais je pense que c'est probablement la meilleure structure de hockey qu'on a. Tout le monde veut avoir un farm team, mais personne ne veut payer. À un moment donné, c'est Zurich qui paye à quelque part, et puis c'est dans la même organisation, même s'ils ont leur budget et tout ça. C'est un tout, parce que tout le monde devrait avoir en Swiss League peut-être 5 joueurs à disposition d'une équipe de Liga qui fournit des joueurs de niveau national. Puis après, on les récupère s'ils ne jouent pas en haut, puis on pourrait les passer comme ça. Puis eux le font même. C'est peut-être pas toujours parfait, mais là, on sent que c'est on va dire un cycle pour eux depuis 2-3 ans. Les joueurs sont motivés à jouer là parce que peut-être encore une ouverture un peu plus haut. Et puis, c'est plus trop comme avant où peut-être tu étais le Joker. T'attends ton tour qui vient jamais. Là, on a l'impression que les Henry, les Graff et tout ça, ont de glace, puis ils vont en avoir encore plus. Bon, il y a encore de l'amour qui t'est donné dans le chat, Gary. Il y a Frédéric qui dit que c'était un plaisir aussi de t'avoir au HC Franche-Montagne. Il y a Fabrice qui pose comme question, est-ce qu'Holton a toujours l'objectif de monter la saison prochaine? On sait que c'est un objectif cette saison qui n'a pas été réalisé. Est-ce que c'est encore dans les plans pour Holton? Disons que c'est dans les plans. C'est dans les plans, mais il faut voir comment la situation va évoluer. C'est plus un truc en début d'année, objectif numéro 1 qui est mis sur la table, c'est que ça, le budget est fait que ça. Là, il y a une situation, on descend le budget un petit peu, on va rajeunir l'équipe, mais les ambitions vont rester très grandes. Puis si au mois d'octobre, le club va déposer une demande, une ascension. Mais on ne va pas déposer la demande le 9 septembre là, pour faire les matchs. C'est que notre objectif. On va essayer de se construire en route pour qu'on arrive à attaquer les playoffs et puis espérer une promotion. Mais c'est, dire, ça va être step by step, comme on dit, pas nécessairement mettre la charrue devant les bœufs comme ça a été les autres années, puis se mettre une pression qu'on ne supporte pas finalement. Il y a un retour également parmi les changements pour la prochaine saison. Un joueur que tu connais bien, le retour de Guillaume Asselin qui a été annoncé, signé pour 2 ans du côté d'Holton. J'imagine que tu as eu ton mot à dire, toi qui le connais bien. Et pour lui, c'est un retour dans une Swiss League où il avait eu énormément de succès avec Sierre. Oui, bien disons que Guillaume, je connais bien, mais c'est surtout que, vu la situation pour lui, son temps de glace a été réduit. Je pense qu'il a eu les capacités de jouer dans cette ligue. Parce buteur. Puis on regarde le nombre de matchs, le nombre de points qu'il a fait. Je pense que c'est assez pour. Et mon souhait, c'était de faire un duo avec Eric Faye parce que les deux ont joué ensemble en Slovaquie. On a un back-to-back, si on veut, de champions dans la même équipe là-bas. Et puis je voulais les réunir. J'ai voulu quand on a fait la promotion, mais malheureusement, je n'ai pas les gars de sortir Faye de son contrat à Cloton. J'ai sorti Hazen et Deveau de leur contrat. Moi, j'avais essayé de sortir Faye de l'autre côté, mais ça n'avait pas joué. J'ai risqué de partir en Liga avec 4 attaquants et aucun défenseur étranger. Alors finalement, mais là, 2-3 ans plus tard, j'ai la chance de les réunir et j'espère d'en faire un duo aussi important possible pour notre équipe. Tu parlais de rajeunir l'effectif. Est-ce que tu vas te tourner vers des clubs de National League pour avoir justement des jeunes joueurs ou tu vas les prendre dans le mouvement junior d'Holton? Non, c'est déjà discuté. On a une collaboration, étroite collaboration avec Bienne qui se met en place et des réunions cette semaine encore avec ça pour définir, parce que là, les juniors élites de Bienne ont perdu à Fleurier dans les derniers matchs en prolongation. Alors, on va les laisser se réorganiser un peu.
les dirigeants, puis on se voit cette semaine pour parler des prospects. T'sais, on va sélectionner des joueurs, place dans l'alignement pour avoir 2, 3, 4 joueurs de bien. On sait déjà que le premier marqueur des juniors élites de cette saison qui jouait à Cloton, il va jouer une saison complète chez nous. Et il y aura d'autres qui vont s'additionner avec ça, des jeunes talents, parce que final avec les U20, c'est parce qu'il y a du talent dans l'équipe. Et puis si on peut en promouvoir quelques-uns, on va. Bon, Gary, t'as pas entendu, là, mais nous, on a une sirène qui nous annonce la fin de l'émission. Ah. Comme tu finissais ta phrase, on dirait que c'était calculé. C'était magnifique. Très intéressant, évidemment. On n'en parle pas assez de la Swiss League. Toujours très intéressant. Il faut dire que quand on a 5 clubs en saison régulière à discuter en National League, pour nous, c'est compliqué de parler de la Swiss League. Pour les habitués d'Overtime, vous voyez à quel point on enchaîne semaine après semaine là, pour avoir le temps de parler de chacune des équipes. Donc, évidemment, on n'a pas le temps de parler des clubs romans de Swiss League. Mais évidemment, Gary, on va te suivre toute la saison prochaine du coin de l'œil avec ton équipe Dalton. Cette fois, tu vas pouvoir faire la préparation toi-même. Évidemment, ça va être certainement aider ton travail. Et on va te retrouver également, comme je le disais en ouverture d'émission, au co-commentaire de certains matchs de cette finale 2024 de National League. Une finale qu'on attend avec impatience. C'est déjà la semaine prochaine. Déjà la semaine prochaine, ouais. Mais avant tout, parce que là, on va lancer justement les invitations pour les prochains jours. Ce soir, ne ratez pas les actes 4 des demi-finales de National League Studio sur MySports 1 dès 19h40 également diffusé sur l'aimant bleu autour de la rencontre entre Zug et Zurich. David Pietronigro, Stéphane Rochette et Laurent Meunier vous attendent en plateau. Le match Lausanne-Fribourg sera lui diffusé sur MySports 3 et le prochain épisode, donc le 30e de la saison d'Overtime, sera lundi prochain et je peux déjà vous dire que ce sera le bilan des demi-finales puisque les demi-finales vont se finir au plus tard dimanche. Également, discussion autour de la grande finale de cette saison. On retrouvera d'ailleurs Pascal fidèle au poste pour cet épisode. Ouais, il va falloir me supporter jusqu'à la fin de la saison désormais. Mais non, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, on va faire quelques fois ensemble d'ici la fin de la saison. Donc voilà, les prochains rendez-vous sont donnés. Pascal, merci d'avoir été avec nous. Gary, merci également pour cette présence très appréciée de nos internautes qui t'ont donné de l'amour tout au long de l'émission, également de nous. Toujours un plaisir de te retrouver. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission dans le chat et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.